Bonjour et bienvenue dans cette 164e émission de WeMoveJ. Je suis Bénédicte Sanson, cofondatrice et déléguée générale du MoveJ et nous accueillons, comme tous les 15 jours, un grand entrepreneur témoin, Chantal Bonnet. Bonjour Chantal. Bonjour. Et un jeune entrepreneur, Arnaud Blachon. Donc Bonjour. bonjour Arnaud, avant de présenter Arnaud, Chantal Bonnet, est-ce que tu peux nous présenter ta société Hydrogène ? Alors Hydrogène est une agence conseil en urbanisme qui travaille essentiellement auprès des élus de communes rurales et périurbaines, avec l'idée d'apporter une offre que n'ont pas généralement les petites communes et qu'ont plutôt les grosses communes, une offre ad hoc par rapport à des problématiques de développement local dans le cadre du développement durable et plus particulièrement de la transition écologique dont on parle beaucoup aujourd'hui. Très axé sur les questions environnementales. Oui, environnemental, sachant que le développement durable, c'est l'environnement couplé à l'économique et couplé au social. Très bien, vaste sujet. Merci Chantal. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir ensemble aujourd'hui Arnaud Blachon, cofondateur de Upgraduate. Et Arnaud Blachon était finaliste au prix MoveJ Innovons Ensemble 2015. Arnaud, est-ce que tu peux nous présenter Upgraduate ? Bien sûr. Upgraduate est une société que j'ai cofondée avec mon frère l'année dernière, avec un objectif, accompagner les entreprises à faire de la formation professionnelle un avantage compétitif. Alors, on va revenir là-dessus. La société existe depuis quand ? Juin 2014. Et donc, ton marché, ce sont donc les entreprises. Quelle taille d'entreprise ? Toutes les tailles d'entreprise, avec une offre qu'on adapte en fonction du segment de l'entreprise, puisque la formation professionnelle concerne toutes les entreprises, qu'on ait 2 salariés, 3 salariés, jusqu'à 10 000 salariés. Donc, ça peut vraiment apporter à tout le monde. Arnaud, moi j'aimerais vous poser une question concernant les produits et services. Quand on regarde votre site, on voit hébergement, articulation et distribution. Et j'aurais aimé comprendre ce que ça recouvrait. Alors, il faut savoir que dans la formation professionnelle, vous avez 2 acteurs. Vous avez les organismes de formation qui créent et délivrent de la formation et les entreprises qui récupèrent ce contenu et qui doivent le diffuser à leurs salariés. Upgraduate est une application web et mobile qui permet d'héberger du contenu, donc provenant de l'entreprise en interne ou des organismes de formation, et de favoriser sa distribution. Donc l'idée, c'est de mettre en ligne les formations chez nous, et grâce à Upgraduate, vous allez pouvoir la distribuer et la diffuser très rapidement à l'ensemble de vos salariés, qu'ils soient itinérants, nomades, ou alors au sein de votre entreprise. Dans votre marché, c'est uniquement sur tout ce qui est e-learning ? Pas seulement, puisqu'il faut savoir que le marché de l'e-learning existe depuis les années 2000, et dans les premières années, on a opposé le en ligne au présentiel. Donc les acteurs ont été voir les entreprises en leur disant réduction des coûts, supprimer les formateurs, et il y a encore des gens qui le disent aujourd'hui, passez tout en ligne. Lorsqu'on a lancé Upgraduate avec Guillaume, on a fait un choix qui est de ne pas opposer les deux, parce que sinon on mettait de côté un acteur majeur de la formation qui est le formateur, mais plutôt de lui mettre à disposition un outil qui va lui permettre d'intégrer le en ligne dans sa formation. Donc, on ne s'adresse pas uniquement à la partie en ligne du marché, mais on s'adresse à l'ensemble de la formation et on met la technologie au service des formateurs. Un cas d'exemple, aujourd'hui, 95% des formations sont des formations dites présentielles. Plutôt que de passer au 100% en ligne, le formateur a la possibilité, via Upgraduate, d'enrichir son offre de présentiel et de commencer à bénéficier des avantages du en ligne en mettant des modules avant de préparation et après d'études de cas pour conserver le lien avec les apprenants. Donc finalement, vous avez une double cible. Vous devez à la fois convaincre les entreprises qui forment leurs salariés, et à la fois convaincre les formateurs pour qu'ils complètent leur offre justement de cette dimension accompagnement post-formation. Alors, les entreprises sont déjà convaincues. L'e-learning a émergé dans les années 2000. J'ai moi-même, en 2007-2008, été dans une école d'informatique où il n'y avait pas de prof. C'était uniquement du en ligne. Donc, les entreprises ont déjà fait le cheminement intellectuel et comprennent les avantages du en ligne. Par contre, le formateur est quelqu'un qui a souvent été délaissé dans l'évolution de l'apprentissage en ligne. On a opposé son métier à celui de la formation en ligne. Donc, il y a eu un vrai frein de la part des formateurs. Et c'est pourquoi, pendant 10 ans, l'e-learning ne s'est finalement jamais réellement développé. Il n'y a eu que le top 5000 des entreprises qui se sont équipées avec plus ou moins de réussite. Donc avec Upgraduate, on met la technologie au service du formateur et on l'accompagne dans la digitalisation des formations.
Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire? Excuse-moi Chantal, juste une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner le formateur? Ça veut dire que vous prenez chaque formateur par la main et vous lui expliquez comment faire pour prolonger son offre de formation avec du e-learning? Exactement. Lorsqu'on rentre dans une entreprise, la première chose que l'on demande, c'est de parler au formateur et de comprendre qu'est-ce qui peut être amélioré dans la formation. Le présentiel a ses vertus. L'échange entre les participants et le partage d'expériences. C'est vraiment ce qui est le plus important. Et nous, on croit fondamentalement que le en ligne ne remplacera jamais la richesse de cet échange-là. Donc l'idée, c'est de travailler avec les formateurs sur notamment détecter les parties très théoriques de la formation. L'avantage du en ligne, c'est que chaque apprenant peut apprendre d'où il est, avec ses outils et à son rythme. Donc l'idée, c'est de prendre les parties très théoriques et de les passer en digital et de conserver à l'intérieur ces sessions d'échange et de partage entre les participants. D'accord. La question que je voulais poser, c'est la question d'ingénierie. C'est-à-dire que vous apportez comme ingénierie aux formateurs. Alors, nous, notre métier, c'est la plateforme. On a des partenaires qui font de l'ingénierie pédagogique que l'on amène sur certains dossiers où il y a ce besoin d'accompagner les formateurs. Aujourd'hui, on trouve vraiment tout type d'entreprises. Des entreprises qui, dès le début des années 2000, ont fait le pari de la formation en ligne et donc achètent Upgraduate uniquement pour héberger et distribuer le contenu. Et d'autres entreprises, on a fait 2 sociétés du CAC 40 récemment, chez qui 100% des formations étaient présentielles. Aucun module en ligne existant, chez qui on a travaillé avec un partenaire qui va prendre le temps, formation par formation, de faire le point avec les formateurs pour savoir comment est-ce qu'on peut introduire du en ligne à l'intérieur. Mais l'idée à terme, c'est de faire un partage de connaissances et de la transmission entre le partenaire et l'entreprise, puisqu'une entreprise a généralement, prenez une société du CAC 40, ça représente des milliers, voire des millions d'heures de formation. Elle récupère la compétence en interne pour avoir par la suite toutes les clés pour créer elle-même ses propres formations. Alors ça, c'est un gros investissement pour la structure de formation. Comment ça se passe? Qui finance finalement ce temps investi à développer du contenu complémentaire? Ce sont les entreprises. Donc soit les organismes de formation avec qui elles travaillent ont déjà fait le travail de faire un petit peu de modules en ligne. Il faut savoir que c'est très rare dans une entreprise où la formation est faite complètement en interne, à part dans des secteurs comme l'industrie où c'est vraiment de la compétence développée en interne. On a généralement 40 à 50% des formations délivrées par des organismes qui sont passés en ligne. Et dans ce cas-là, au travers Upgraduate, ils ont la possibilité de mettre en ligne ce contenu pour les entreprises clientes. Donc finalement, c'est une opportunité pour eux parce que vous les accompagnez dans cette transition numérique qui ne savaient peut-être pas trop par quel bout prendre. Exactement. Et on est en train de voir qu'il n'y a plus de crainte au en ligne. À partir du moment où les formateurs ont pris en main l'outil, ils arrivent à appréhender l'e-learning d'une meilleure manière et à ne plus voir ça comme quelque chose qui va remplacer leur métier, mais plutôt comme un outil qui leur facilite la vie, parce que ça leur permet de communiquer à l'ensemble de leurs apprenants à tout moment, et ça permet également de créer un lien long terme entre les apprenants et les formateurs, ce qui est très important, puisque lorsque vous sortez d'une formation, vous ne mettez jamais en pratique à J+1. À J+1, vous avez le travail qui s'est accumulé pendant votre absence. Moi, je suis une bonne élève, je le fais. Mais vous allez avoir le temps, peut-être 2, 3, 4 semaines, voire 2 mois après la formation. Et c'est pendant cette phase de mise en pratique qu'il faut avoir l'accès aux formateurs et aux autres apprenants. C'est vraiment pendant ce moment-là qu'on doit pouvoir être capable de confronter et échanger sur son point de vue. J'ai une petite question aussi. J'aimerais savoir, donc j'ai bien compris que ça servait bien les grandes entreprises, les formateurs dans les grandes entreprises, peut-être les formateurs dans les boîtes de formation, mais les formateurs qui sont indépendants ou qui ne sont pas dans des grandes structures, comment est-ce qu'ils ont accès à votre offre? Alors, il faut savoir que lorsqu'on a créé Upgraduate, outre les barrières technologiques que l'on a franchies pour rendre la technologie de plus en plus accessible, on a également travaillé sur le pricing model. Parce que dans les 10 premières années de l'e-learning, les plateformes étaient très coûteuses, le SaaS n'existait pas, et donc il fallait, payer un gros frais de mise en place de la plateforme, et ensuite la maintenance coûtait extrêmement cher. Upgraduate a été créé en 2014, et grâce aux évolutions de toute la partie informatique ces 10 dernières années, on a créé une plateforme avec un modèle de paiement à l'usage. Donc l'idée est de servir la masse et donc d'avoir une offre compétitive, même pour des indépendants
qui doivent passer au e-learning parce que leurs clients le demandent. Et en plus, avec la réforme de la formation qu'il y a eu, il y a énormément d'organismes de formation et de petits organismes qui sont à un tournant et qui vont être réellement mis en concurrence. Donc, grâce à notre pricing model à l'usage, les petits organismes de formation intègrent le coût d'Upgraduate dans leur prix de formation et font une offre packagée. Et cette offre packagée permet de rentrer dans les budgets de formation des entreprises. Donc, alors, moi, je n'ai pas très bien compris à ce moment-là ce que tu nous as dit tout à l'heure. J'avais cru comprendre que c'était les entreprises qui achetaient la formation, qui payaient le développement lié à ce qu'apporte Upgraduate. Et ce que tu es en train de nous expliquer là, c'est que c'est l'organisme de formation là, qui va financer les développements complémentaires. Donc, il y a peut-être 2 entrées. Est-ce que tu peux clarifier ça, s'il te plaît ? C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué au début, mais en fait, sur Upgraduate, vous avez donc la plateforme simple, facile d'accès, qui permet d'héberger, de distribuer des formations très rapidement. Mais vous avez également une brique à l'intérieur qui s'appelle l'Upstore. L'Upstore, c'est le store que vous avez tous sur iOS ou Android de la formation. L'idée étant de faciliter l'accès au contenu pour les entreprises. Sur ce store, les organismes de formation ont la possibilité de mettre en ligne leurs formations et de les commercialiser à l'ensemble de nos clients. Donc, il y a vraiment un enjeu business pour les organismes de formation. Ils viennent chez nous pour améliorer leur expérience de formation pour leurs clients, mais ils viennent également chez nous comme canal de distribution supplémentaire, mettre en ligne leur formation. Donc, c'est vrai qu'il y a les 2 communautés à faire venir. C'est un marketplace. Donc, vous avez d'un côté les organismes qui viennent acheter le produit pour améliorer leur offre de formation, mais également les entreprises qui l'achètent pour la formation interne. D'accord. Et dans ce cas-là, quand ce sont les organismes qui achètent, ce sont ensuite vos commerciaux. Donc, pour vous, c'est du 100% gagnant. Exactement. D'accord. Et alors, une petite question encore. Quels sont les marchés, enfin les secteurs, les marchés que vous voulez peut-être évangéliser, peut-être, je ne sais pas, par la suite? Est-ce que, par exemple, les universités, les écoles, les grandes écoles pourraient être concernées par votre offre? Elles pourraient. On a commencé d'ailleurs à travailler Upgraduate en discussion avec certaines universités. C'était en janvier-février 2014, à l'époque où les grands méchants MOOC arrivaient, les Américains, il fallait faire quelque chose. Donc on a échangé avec les universités. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur la partie B2B pour les universités. Néanmoins, que c'est un vaste sujet en France, qu'aujourd'hui, pour les étudiants, il commence à y avoir énormément d'utilisation et d'usage du numérique. Je pense que viendra dans un deuxième temps la partie formation professionnelle, formation continue, même si certaines écoles ont déjà pris le pas et se sont déjà équipées de certains outils. L'ESSEC l'a fait très tôt. L'ESSEC, en 2005, était avec Cross Knowledge, donc avec quand même une vision très en avance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on privilégie parce que les universités ne sont pas forcément prêtes aujourd'hui à intégrer ce type d'outils. Alors le nom en Upgraduate, ça veut dire que vous allez vous internationaliser, c'est ça l'idée? On a tout de suite pensé à l'avenir. Je pense qu'il y a un gros marché en France dans la formation, mais historiquement, parce que ça fait 80 ans que la formation professionnelle a été inscrite, c'est carrément dans la Constitution que l'État gère et opère la formation professionnelle. Donc très tôt, la France a pris ce sujet à bras-le-corps, ce qui fait que le marché s'est rapidement développé. Mais on pense très vite également pouvoir partir à l'international. Alors, pas forcément aux États-Unis comme toutes les startups le rêvent, mais plutôt dans des marchés émergents où la croissance dans ces sujets formation est de 15 à 20%, par exemple en Amérique latine, ou plutôt du côté de l'Asie du Sud-Ouest. Et du coup, à terme, votre ambition, c'est de plutôt développer votre entreprise à l'étranger plutôt qu'en France. Enfin, parce que j'ai l'impression, moi, qu'en France, il y a beaucoup d'acteurs, justement. Donc, comment vous faites pour faire émerger votre valeur ajoutée, faire comprendre vraiment? Est-ce que c'est simple? Et du coup, de ce que tu nous expliques, j'ai l'impression que les enjeux sont plutôt hors frontières. Il y a un gros marché en France. Il y a certains acteurs sur le marché. La chance qu'on a, c'est que ce sont beaucoup d'acteurs qui se sont lancés dans les années 2000 et donc qui n'avaient pas les possibilités, notamment techniques, d'aujourd'hui. Vous trouvez très peu d'acteurs qui traitent les enjeux de la mobilité. On a exposé Upgraduate pour la première fois fin janvier à l'e-Learning Forum. Sur le stand, sur, je pense, les 70 acteurs qu'il y avait, on était les seuls à faire des démonstrations sur iPad. Donc il y a des choses à faire en France, surtout qu'on rentre dans un cycle de renouvellement de ces plateformes-là. Les entreprises qui s'étaient équipées cherchent à renouveler l'offre,
Et les entreprises qui ne s'étaient pas équipées ont la possibilité de le faire à un prix raisonnable avec UpGraduate. Maintenant, la technologie qui a été montée est scalable. Donc, pour aller s'exporter, on a un coût beaucoup moins élevé que pour créer le produit. Donc, autant profiter de cette scalabilité qu'offre UpGraduate. En plus de ça, par certains clients, aujourd'hui, on est international. On est en train de répondre à 2 dossiers de grandes entreprises françaises, mais pour la formation en Amérique du Nord et en Asie. Donc, on va très rapidement être international par nos clients. Et ensuite, on ira aller un peu plus s'implémenter sur ces marchés-là. Alors, question très pratique, vous êtes combien chez UpGraduate? Parce que comment on fait quand on travaille sur tous les fuseaux horaires? Il y a un moment, il faut dormir. Comment on s'organise? Et vous n'avez qu'une année d'existence. Donc, comment vous faites? Ça, vous avez combien? 8 salariés? 8 salariés déjà, 1 an d'existence et déjà planétaire. Comment on fait concrètement? Alors, planétaire, c'est pas encore. On l'espère prochainement. Mais donc oui, aujourd'hui, on est 8 salariés avec majoritairement une équipe technique. Travailler sur les différents fuseaux horaires. Aujourd'hui, ce ne sont pas nos salariés qui répondent aux problématiques sur l'ensemble des time zones. Par contre, on fait appel à certains sous-traitants qui permettent en fait de prendre le relais lorsque l'on n'est pas là pour répondre au téléphone, pour également rentrer en contact avec nous. Il y a également beaucoup d'outils qui nous permettent de simuler des conversations avec nos clients, même si nous ne sommes pas derrière l'ordinateur. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir une qualité de service où on répond dans les 24 heures. D'accord. Donc, effectivement, c'est important. Beaucoup de sous-traitance, beaucoup de partenariats. On ne peut pas tout faire nous-mêmes et on n'a pas de valeur à tout faire nous-mêmes. Néanmoins, aujourd'hui, il existe énormément de sociétés de services qui peuvent vous aider à ça. Mais vous avez in-house suffisamment de métiers stratégiques? Oui, le développement est 100% interne, 100% in-house. D'ailleurs, par rapport à pas mal de concurrents sur ce marché, on est parti d'aucune plateforme open source. On a choisi de le développer nous-mêmes. Formation ingénieur, il faut le dire, Supinfo. Oui, ça c'est la plus-value. Vraiment la plus-value, la valeur ajoutée. Là. Exactement. Et on a eu beaucoup de chance sur le recrutement parce qu'on est tombé sur des gens très sérieux et très impliqués dans le projet. Alors avant de continuer sur UpGraduate et ces enjeux que l'on voit qui sont importants et cette ambition de nos jeunes entrepreneurs, un petit focus sur Chantal, sur Hydrogène, donc Chantal Bonnet. Pour toi aussi, il y a de gros enjeux donc sur ce marché de l'environnement, des collectivités locales. C'est quoi actuellement la grande réflexion en cours et les projets? La grande réflexion en cours, c'est qu'aujourd'hui, les communes, les intercos rurales et petites, d'une certaine, enfin de petite taille, et tout ce qu'on appelle le périurbain, c'est-à-dire des communes en dehors des métropoles et des grandes villes, font face à une crise financière, à une crise aussi, un chômage, à une crise économique, donc à une crise environnementale. Et elles n'ont souvent pas les moyens de répondre à la complexité des enjeux. Et donc là, ce que nous cherchons à apporter, c'est véritablement des approches projets, c'est-à-dire des équipes projets ad hoc, qui répondraient assez rapidement à leurs besoins et en travaillant essentiellement avec des jeunes, qui soient des jeunes d'archi, urbanistes, thermiciens, ou dans la biodiversité ou d'autres métiers, et que l'on peut donc mettre ensemble de façon à répondre à ces demandes à des coûts moindres que ce qu'on pourrait voir au travers des appels d'offres qui vont généralement vers des bureaux d'études, qui sont des gros bureaux d'études. Et donc, ça peut être des solutions ad hoc pour les maires. Voilà, et pour eux aussi, pouvoir gérer et anticiper un peu cette transition écologique. Sachant qu'il peut aussi y avoir des groupes projets constitués avec les parties prenantes, c'est-à-dire avec les citoyens ou les associations locales, et c'est encore mieux, puisqu'ils connaissent bien leur terrain. Donc, c'est vraiment comment on arrive à faire travailler ensemble à la fois les élus et la société civile, ce qui est à mon avis le sujet clé aujourd'hui. Clé aujourd'hui, tout à fait. Merci Chantal. On revient à toi Arnaud. Arnaud, à toi et à UpGraduate, tu t'es attaqué à un marché qui est complexe. Comment on a l'idée à 24 ans, ou 23 ans, puisque ça fait presque 2 ans maintenant que tu es sur ce sujet-là, de s'attaquer au marché de la formation professionnelle? Alors, tout a commencé du coup en 2013. À l'époque, donc j'ai commencé par faire 5 ans dans une start-up en vidéoconférence. Oui. Donc dans le B2B. Donc 5 ans, tu as commencé à 18 ans? J'ai commencé à 18 ans en alternance.
D'accord, dans une start-up, très d'accord. tôt. Ok. Et j'ai renouvelé ce qui ne serait plus possible de faire aujourd'hui avec l'évolution de la loi, 6 stages différents dans la même société. Dans la même société. Ce qui est formateur. Très formateur, surtout que j'ai eu la chance de tomber sur un patron qui avait énormément d'ambition, sur une société qui était une petite société, 20-25 personnes, mais qui servait les clients les plus prestigieux dans le monde, comme le FMI, la Banque mondiale. On apprend énormément sur le service, sur la qualité de service et sur la rigueur. Donc c'était très formateur. J'ai monté une cellule recherche et développement au sein de cette société, puisqu'à l'époque, le logiciel commençait à émerger et le patron ne voulait pas laisser passer ce tournant-là. On a eu la chance que ça fonctionne. C'était pas gagné d'avance. Donc on a monté une équipe de 7 personnes en R&D. Et quand cette société a été rachetée par le groupe Videlio, j'ai pris la direction du laboratoire innovation du groupe. Pour cette mission, Guillaume m'a rejoint, puisque c'était un groupement de 22 sociétés dans l'audiovisuel au sens large. Et l'une des thématiques qu'on a traitées était l'université de demain. Oui. Donc on a commencé à travailler à l'époque avec des acteurs comme France Université Numérique sur la digitalisation de la formation. Oui. Et avec mon frère, au bout de quelques réunions de travail, quelques projets qu'on commence à monter, on s'est quand même dit, l'université évolue à vitesse grand V, avec des innovations incroyables. Et de l'autre côté, on a fait une formation professionnelle sur la méthode classique. Je pars 3 jours de l'entreprise, je prends 3 jours de théorie non-stop, et je repars avec le classeur de 400-500 pages. On s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire, et on ne s'est pas lancé n'importe comment. On a eu la chance de pouvoir travailler ce projet tout en étant encore salarié du groupe. Et on a, pendant 6 mois, allé à la rencontre des DRH, des organismes de formation, pour bien comprendre pourquoi finalement le numérique n'avait pas permis de faire évoluer la formation. Et ça a donné Upgraduate avec ce positionnement un petit peu décalé par rapport à nos concurrents. Donc cette envie d'entreprendre, elle est venue aux côtés d'un entrepreneur lui-même ambitieux. Exactement. C'est quand on passe 5 ans aux côtés de cette personne-là, on ne peut pas faire autre chose. On se dit qu'il faut absolument y aller soi. Et qu'est-ce qui t'a fait justement sauter le pas, te jeter à l'eau? Puisque tu avais quand même un très beau poste dans cette entreprise. Et comment on renonce même si tu nous as déjà donné quelques pistes, hein, mais quand même, comment on renonce à ce confort, à ces perspectives professionnelles qui restaient magnifiques? Il faut savoir qu'avec Guillaume, on a, depuis l'âge, je pense, de 16-17 ans, toujours eu en tête qu'un jour, on allait faire quelque chose ensemble. Réussir ou échouer, mais au moins qu'on allait tenter. On a tenté en 2008. D'accord, donc un premier essai déjà. Premier essai en 2008, où à l'époque, on voulait lancer une plateforme justement de consommation collaborative. Donc, je pense que si on avait été au bout, ça aurait été pas mal. Qu'est-ce que c'était, cette projet? Alors, l'idée, c'était que finalement, chaque personne peut apporter quelque chose à une autre personne. Et plutôt qu'aller dépenser de l'argent, acheter des services et payer de la TVA, on va mettre ces services en ligne et finalement être disponible pour la personne qui a besoin de nous au bon moment. Je ne sais pas, vous montez une société, vous cherchez un conseil d'avocat, vous allez louer ce conseil d'avocat en échange d'un conseil que vous pourrez lui apporter. Vous étiez déjà sur du troc. On est sur du troc, voilà. On n'est pas sur du... C'est du troc. Il n'y avait... On n'est pas sur du monétaire, on est sur du hors... Voilà, c'était peut-être là la grosse barrière. C'est qu'on a souhaité surtout ne pas introduire d'argent à l'intérieur. Mais non, est-ce que c'est une barrière? Pour monter une entreprise aujourd'hui, c'est une barrière? Pour faire venir les utilisateurs, c'était une barrière. Puisque du coup, les gens ne gagnaient pas d'argent, mais ils gagnaient du temps de cerveau de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est déjà dans la transmission. C'est quand même quelque chose qui se développe énormément dans la collectivité locale. Ça, énormément, oui. Donc, pour ça, je pose la question de... Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être pérenne ou... Je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, il y a eu beaucoup d'exemples de sociétés qui ont été au bout et qui ont eu de très belles réussites. À l'époque, on n'a pas franchi le pas. On n'a pas souhaité démissionner pour se lancer. Et puis, finalement, le temps est passé. J'ai continué à apprendre auprès de mon ancien patron. Mon frère également, il était parti en cabinet de conseil pour les grands comptes. Donc voilà, il avait plutôt vraiment la casquette architecture, ingénierie. Et quand est venu ce projet-là, on s'est dit, à un moment donné, c'est soit on tente celui-là, soit on ne le tente pas. On s'est très rapidement entouré d'un board qu'on ne payait pas, qu'on continue à ne pas payer, mais de gens qui sont entrepreneurs depuis des années. Un ancien directeur général de Veolia en Asie,
un directeur financier, Xavier Fontanet, également l'ancien patron des Silor. Donc on s'est dit que là, on avait quand même toutes les cartes pour tenter quelque chose. Et alors, c'est quoi? Moi, j'ai une question sur les valeurs. Les valeurs, finalement, vous défendez des valeurs, visiblement, hein, quand même. On défend les valeurs qui font qu'on a aimé les entreprises dans lesquelles on est passé, notamment la prise d'initiative. Je pense que le pire, c'est de ne rien faire. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a des cycles de développement très courts. Et généralement, nos clients sont très surpris, puisqu'entre le moment où on fait la présentation du produit la première fois et qu'on revient pour la soutenance d'appel d'offres, donc voilà, des cycles de vente assez longs, 3-4 mois, il y a déjà la moitié du produit qui a évolué. Donc c'est vraiment la prise d'initiative, la prise de risque. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Vraiment, notre grande crainte, c'est finalement que les gens ne tentent pas, n'osent pas. Voilà. Et ensuite, pour nous, l'entreprise, ce n'est pas uniquement le travail. Ça doit également développer la personne dans son développement personnel, mais également un rôle social de l'entreprise. Et donc, on essaye de mettre tout ça au sein d'Upgraduate, même si ce n'est pas toujours simple, parce qu'on se lève le matin avec les contraintes de devoir payer les gens le mois d'après. Et donc, des fois, le stress l'emporte un petit peu là-dessus. Mais on essaye. Oui. Et alors, tu nous dis que tu as créé cette entreprise avec ton frère. Qu'en pensent vos parents, tous les deux, dans cette aventure un petit peu risquée? Ça laisse parfois mal à l'aise des parents. Comment ils ont réagi et ton entourage proche, vos amis, tout ça? Alors, ça a été la grande surprise. Mais on s'y attendait, puisque quand on avait annoncé en 2009 ou en 2008 qu'on voulait déjà créer une société, alors en plus, pleine crise économique, vous êtes complètement malade, il vous reste des crédits à payer, c'est pas le moment, attendez un petit peu. Et puis en 2013, quand on a commencé à en parler, on a entendu le même discours, donc on s'est dit que quoi qu'il arrive, 2013, 2016, 2020, 2030... Ce sera toujours la crise. Toujours la même chose. Et de l'autre côté, les entrepreneurs à qui on parlait nous ont dit, mais attendez... C'est génial, il faut y aller. C'est formateur. On a tous les deux 25 et 27 ans. C'est maintenant qu'on peut le tenter. C'est pas dans 10 ans. Donc on a un petit peu fait abstraction de tout ça et on l'a lancé. Voilà. Alors, cette première année, on a vu, c'est un beau décollage. Justement, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent, vos parents? Ils sont toujours un petit peu en retrait ou fiers? Comment ça se passe? Je pense qu'ils sont fiers mais anxieux parce qu'ils discutent avec nous régulièrement. Ils voient la société se développer. Ils voient également surtout qu'on est tous les deux très épanouis avec Guillaume depuis. C'est quand même un sacré bonheur de pouvoir se lever le matin et aller travailler comme ça. Et alors, comment vous gérez votre stress? Alors, quand on peut le gérer. Non, premièrement, on est deux. On est deux, et je pense que tout seul, je ne l'aurais jamais fait. Parce qu'avec mon frère, pour le coup, quand il y a quelqu'un, quand il y en a un des deux qui est trop stressé, quand il y en a un des deux qui ne va pas, et l'autre prend le relais, et là-dessus, on se complète bien. Donc, ça permet quand même de pouvoir faire ça et de durer dans le temps. Parce que sinon, 3-4 mois comme ça, avec cette pression, je pense qu'on craque très rapidement. Ensuite, on a essayé très tôt de déconnecter, de décorréler Upgraduate, qui est un projet, de notre personne. Et je pense que c'est fondamental d'être capable de se dire Upgraduate, c'est un projet, c'est une société. Que ça marche ou que ça marche pas, c'est un projet. C'est pas ma vie qui se joue. De la distance, c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est jamais simple. D'ailleurs, je le dis là, mais je le fais pas souvent. Vous m'auriez vu vendredi dernier, on était en attente de 2 réponses d'appel d'offres. C'était assez dramatique à voir. Mais voilà, je pense qu'il faut arriver à mettre de la distance. En France, il y a également une culture de l'échec qui est quasiment inexistante. À construire, voilà. Effectivement. Donc je pense que ça n'aide pas beaucoup. Alors justement, on arrive au bout de cette émission. Gérer le stress, c'est très bien pour conclure. Tu as postulé au prix Move Innovons Ensemble, tu as été finaliste, tu vas être accompagné, tu vas postuler à d'autres prix. Est-ce que justement cet accompagnement, c'est quelque chose que tu recherches? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu vois ces prochains mois dans l'écosystème entrepreneurial? Alors, je pense que bien s'entourer, c'est vraiment l'une des clés. La chance qu'on a eue, ça a été de pouvoir justement trouver ces 4 personnes qui avaient des compétences et des parcours très divers. On borde, oui. Voilà, et qui étaient là à chaque fois qu'on en avait besoin, puisqu'on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas savoir comment gérer les situations. Donc, c'est vraiment très important de s'entourer. Maintenant, l'écosystème se développe. On fait partie de quelques associations de start-up
On essaye d'aller au maximum aux événements pour rencontrer d'autres entrepreneurs et échanger. Je pense que l'écosystème se développe et c'est bien. Les concours également, c'est une bonne chose parce que, premièrement, pour le moral, ça valide quand même le travail accompli. Ça permet de rencontrer d'autres personnes. Et généralement, quand on a des soucis, on dégrossit rapidement sa situation quand on voit que 99% des autres entrepreneurs ont les mêmes problématiques. Donc, ne restez pas seul. Je suis désolée, Chantal. Nous arrivons à la fin de cette émission. Un grand merci à Arnaud Blachon, cofondateur avec son frère Guillaume de Upgraduate, upgraduate.com, upgraduate.com. Merci également à Chantal Bonnet de la société Hydrogène. C'était We Move J sur We Do Biz, la radio des entrepreneurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.